merci à toutes et à tous d'être venus. Bienvenue à l'inauguration de la 8e édition de la Coeb Week. Cette année s'appelle Trajectoire. L'équipe cette année est composée de 12 bénévoles. On a tous profils différents. Il y a des étudiants à Sciences Po, des étudiants dans d'autres universités, certains travaillent. Et cette année, on a voulu que les thématiques abordées, les conférences et les ateliers soient particulièrement intéressés aux activismes et au militantisme LGBTI, surtout étant donné le climat politique actuel. Et donc pour cette conférence d'ouverture, on va s'intéresser aux questions de mémoire. Intervenants et tous nos intervenants. La parole à notre modérateur. Merci. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Roland Dupont. J'ai l'honneur d'animer cette discussion. Donc cette discussion autour de la mémoire des luttes LGBTI en France. Je suis très heureux d'avoir autour de moi 5 militantes et militants qui présentent l'avantage, à mon avis, et la richesse d'avoir des positionnements, des parcours et des points de vue assez différents. Et on va peut-être commencer par un rapide tour de table avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de leurs différents projets. Peut-être juste pour introduire un petit peu et problématiser entre guillemets cette table ronde, j'ai repris en fait un texte qui n'a donc pas été lu par l'équipe de présentation mais que moi j'ai reçu en le synthétisant. Donc il y avait plusieurs questions en fait que je vais vous répéter. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle généalogie dessiner? Et comment faire vivre notre héritage? Et je vais m'arrêter un tout petit peu sur la question de l'héritage parce qu'elle me semble intéressante. Pour parler des manières en fait, dont les traces du passé sont organisées pour être transmises aux générations futures, les anglophones emploient le terme heritage. Chez nous, il s'agit du patrimoine, du droit romain, le transfert des biens des bons pères de famille aux fils. Depuis la Révolution française, le Louvre, Napoléon, les chefs-d'œuvre des vieux maîtres, les monuments des grands hommes, les maillons du roman national, universaliste, patriotique. Où se niche dans les archives publiques, dans les musées, la matière de nos luttes minoritaires. À la suite de Foucault, de nombreuses recherches ont analysé ces institutions comme des dispositifs normatifs et plus précisément hétéronormatifs, et comme l'incarnation du pouvoir de l'État, contribuant à la marginalisation, à l'exclusion et à l'oppression des minorités. Quelle image nous renvoient les sources administratives, médicales ou policières qui sont très largement majoritaires dans ces institutions patrimoniales? Comment comprendre et perpétuer la prise de conscience par des militantes et par des militants de l'importance de sauvegarder nous-mêmes afin de les rendre visibles, les traces de nos luttes et de notre histoire? Quelles formes peuvent prendre ces initiatives personnelles, communautaires et ou institutionnelles? Donc, juste, je vais avant de laisser la parole à nos intervenantes, raconter peut-être en 2 mots pourquoi moi je m'intéresse à ces questions. J'ai commencé en fait à être sensible à la question de la mémoire au moment où j'ai travaillé. En fait, j'ai fait une petite photographie d'un bar, du plus vieux bar gay du Marais qui s'appelle le Duplex. Et en faisant ce travail, je me suis aperçu en fait que le gérant, qui possède tout un tas d'archives, c'est-à-dire des photos, des tracts, des affiches, quelques objets, sur donc, à peu près 40 ans d'histoire de cette communauté gay du Marais. Et bah, toutes ces archives, toutes ces traces, en fait, n'avaient en France aucun lieu pour être conservées, pérennisées, et donc menaçaient de disparaître. Et donc c'est à partir de là en fait que j'ai commencé cette recherche. Aujourd'hui je suis en première année de thèse à l'EHESS et je travaille aussi au MUSEM à Marseille sur un projet d'exposition sur l'histoire et la mémoire de la lutte contre le sida, projet d'exposition qui aura lieu a priori en 2020. Voilà, donc là le principe en fait de cette table ronde, je propose que chacun se présente très rapidement, c'est-à-dire sa trajectoire personnelle, puisque c'est le thème général de la Coeb cette année, très brièvement, et à quel moment de cette trajectoire personnelle vous croisez en fait la question de la mémoire, et puis après peut-être, c'est-à-dire c'est quoi un peu le contexte général,
et c'est quoi en fait les motifs qui vous poussent à agir en fait. Et après on vous laissera donc, premier tour de table très rapide, et puis après vous aurez une dizaine de minutes chacun pour présenter un petit peu plus concrètement vos actions et voilà ce que vous faites pour la mémoire, quel problème ça pose, quel obstacle vous rencontrez et quelle aussi alliance, énergie vous motive. C'est moi qui commence, c'est ça, super. Je suis ravie. Parce que je suis chaude bouillante. Donc vraiment, là je viens du ministère de la Santé, j'avais jamais été là-bas et c'était trop super. Pour un colloque sur la santé LGBT. Et justement, je parlais de l'importance des archives concernant notre santé et que nos corps aussi ont des mémoires, elles sont des mémoires de lutte. Je me présente Isabelle Salem Diego Santis. Je suis activiste dans différentes luttes. Et depuis en fait toute petite en fait j'ai un peu foutu le bordel donc puisque je performais déjà la masculinité toute petite et que j'étais quand même assignée dans un genre féminin et depuis je continue de performer les genres sociaux qui nous sont assignés, c'est-à-dire la masculinité et la féminité, en étant sœur de la perpétuelle indulgence, sœur Salem de la langue ardente, je suis ravie, et puis également en étant king. Et là, c'est Diego, mais bon, il ne faut même pas vous le rencontrer trop, parce qu'il est un peu quand même bad boy. Bref. Et puis, que dire sur ma trajectoire de vie? J'ai eu la chance de faire des études, c'était pas donné parce que je suis une grande dyslexique. C'est-à-dire que je suis très créative avec les mots, les chiffres, c'est vraiment super. Sauf que les profs, ils n'aiment pas du tout ça. Et donc ça a été la torture pendant toute ma scolarité en fait. Comme j'avais la chance d'avoir un papa historien marxiste, il fallait absolument faire de l'histoire. Donc pleinement, je suis arrivée jusqu'à la fac. Là, c'était assez homophobe. Et j'ai pas forcément pu étudier ce qu'on peut étudier maintenant, parce que voilà, c'était il y a 20 ans. Mais je continue en fait d'étudier, voilà, par moi-même, avec d'autres, avec des étudiants, avec des professeurs, avec des gens de la rue. Voilà, en fait, on peut étudier partout, c'est ça qui est super. Et la question des mémoires, à quel moment ça alors, j'ai pas fait de psychanalyse, Renaud, donc je suis désolée, je vais pas très être précise. En plus, j'ai pas vraiment préparé, puisque je savais pas trop ce qu'il fallait dire. Alors, je crois qu'effectivement, c'est vraiment dès l'enfance. Qu'est-ce qu'on garde de nos jouets, de nos images? Qu'est-ce qu'on garde aussi des moments de lutte d'autres? J'ai eu la chance d'avoir une famille très différente. Je viens du nord de la France où ma maman est née, d'une famille catholique, agricole et un peu semi-bourgeoise parce que mon grand-père était vétérinaire et mon père est catalan de Perpignan, d'une famille communiste, résistant. Donc effectivement, dès l'enfance, c'était un petit peu compliqué de me situer et j'ai déjà dû en fait voir que les mémoires allaient être plurielles et complexes à relier. Et ensuite, c'était vraiment vers 18 ans où là, en fait, ça a été le début de la prise de conscience de l'homophobie, puisque je me suis retrouvée effectivement à vouloir traiter de sujets, à vouloir aller dans des lieux de mémoire, notamment concernant la Seconde Guerre mondiale, ce que je faisais depuis toute petite. Et là, quand j'étais homosexuelle, parce qu'en fait, j'avais moins de 60 ans, parce qu'en fait, le patrimoine, il y a un rapport comme ça à l'accessibilité, c'est-à-dire les journées du souvenir, la mémoire de la déportation, à Lille en tout cas, on savait trier les homosexuels et les hétérosexuels par rapport aux tranches d'âge. Et donc, j'avais 20 ans, donc j'étais obligée d'être homosexuelle. Bon, ça m'allait bien en fait. Voilà. Et donc après, c'est des conscientisations régulières depuis, et aussi la lutte contre le sida m'a complètement traversée dès 16 ans. Et donc là, ça a été vraiment la prise de conscience de l'importance de se souvenir, mais d'en faire quelque chose, et aussi de prendre soin de nos luttes pour les relier. Et je suis sœur de la perpétuelle indulgence, donc je fais vœu de mémoire, et ce vœu il se déploie de plein de façons par rapport aux personnes décédées suite aux haines, au virus, mais aussi vœu de mémoire concernant plein de choses. Et donc c'est à chaque fois de mes rencontres, de mes partages, des interactions, j'y prends soin. Et également, j'ai des amis qui sont décédés depuis quelques années
de cancer du sein, et je me rends compte de l'importance aussi de garder des traces de ces moments, de ces expériences, de ce qu'on a pu mener aussi comme lutte pour faire avancer nos droits. Bon, après plein de choses à présenter, mais... Merci. Envoyez-moi des bonnes ondes, parce que envoie-moi des bonnes ondes, parce que commencer comme ça... Alors, vous avez dû remarquer, on n'est pas de la même génération. Donc je confirme qu'il y a des homosexuels de plus de 60 ans et des lesbiennes de plus de 60 ans. Moi, simplement, ce que je voulais dire, bon, déjà, je me suis posé évidemment la question de la trajectoire. Alors, ça me rappelle des mauvais souvenirs de lycée, notamment en maths, avec le déplacement des objets, le centre de gravité, etc. Mais ça rappelle aussi tout ce qui traite de la sociologie, c'est-à-dire les étapes de sa vie dans une trajectoire, comment on s'y retrouve. Et en même temps, le centre de gravité, pour moi, dans ma trajectoire personnelle, c'est vraiment à la fois le fait d'être lesbienne et d'être féministe, c'est ce qui m'a constituée, mais c'est aussi l'exil, le départ d'un pays et l'arrivée dans un nouveau pays. Et c'est là aussi, d'ailleurs, pour moi, que s'est croisée l'histoire de la mémoire très jeune, à l'âge de 9 ans, parce que quand on quitte un endroit sans avoir tout à fait compris qu'on n'allait pas forcément revenir, évidemment, on se pose la question de la mémoire, ce qui s'est passé avant, et ce qui fait une personne à part entière de vous. Donc, évidemment, notre expérience est différente, parce que moi, j'ai connu aussi la lesbophobie. D'ailleurs, le mot n'existait pas à l'époque. Déjà, on parlait même pas d'homophobie, donc les injures. Mais j'ai connu aussi des gens très accueillants. Et j'ai connu aussi, grâce au féminisme, de l'entraide et du soutien. Donc, c'est plutôt, je dirais, à la fois une enfance marquée par un exil, mais aussi marquée par la chaleur des rencontres dans des groupes militants. Et donc j'ai traversé plusieurs groupes, à la fois des groupes féministes, mais aussi des groupes LGBT comme le GLH dans les années 70. J'ai participé aussi à certaines réunions du QR à Paris, donc le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, et puis plusieurs groupes féministes. Et j'avais aussi, alors mon troisième centre de gravité, donc j'en ai plusieurs, c'est pour ça que ça colle pas très bien peut-être avec les maths, c'était le cinéma et les images. Et ça, c'est quelque chose depuis très très jeune qui m'a toujours fascinée. C'est-à-dire que je fais partie de cette génération qui a connu la naissance de la télévision, hein, puisque la télévision, elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, moi je suis née après, je ne suis pas si vieille quand même. Mais donc la télévision qui arrive dans les foyers, c'est le début des années 50, et moi j'étais fascinée par la télé. Il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, c'était en noir et blanc, mais j'avalais tout, je regardais tout. Bon, maintenant je ne la regarde presque plus, mais voilà, ça a constitué aussi voilà, un reflet du monde, une ouverture vers l'extérieur. Évidemment aussi le cinéma. Et très très vite, je me suis rendu compte dans mon parcours que les femmes et les hommes, évidemment, n'étaient pas représentés de la même façon. Par exemple, moi, tous mes héros au cinéma, c'était des garçons. Parce qu'évidemment, les filles, elles avaient peur dans la forêt, elles avaient peur des araignées, elles se cassaient leurs talons, ça ne me ressemblait pas, donc j'arrivais pas à m'y reconnaître. Donc ça, c'est quelque chose qui a marqué aussi ce parcours de vie. Et évidemment, les échanges après avec des militants et des militantes. Et je fais partie de cette génération aussi où on a milité entre femmes et hommes, gays et lesbiennes. Ça m'a d'ailleurs été reproché parce que je suis une des fondatrices du festival du film Gay Lesbienne Paris. Et voilà, certaines amies, même proches, m'ont dit « Mais comment tu travailles avec des garçons ?» Voilà. Donc on en reparlera, je pense, de cette mémoire aussi croisée entre gays, lesbiennes et LGBTI, et de ce qu'on peut, en faire et comment on peut la travailler. Et je ne sais pas si j'ai dit que je m'appelais Nicole Fernandez-Ferrer, je suis la directrice du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris. Et que par ailleurs, je suis aussi traductrice sous-titreuse de films. Et quand j'étais plus jeune, j'étais preneuse de son, qui est un métier plutôt d'hommes et plutôt de gens grands. Donc je suis petite et je suis une femme, donc cherchez l'erreur. Voilà. Merci à la Chloé de m'avoir invité. Je m'appelle Adèle. Alors pourquoi la mémoire, c'est trop bien comme question, c'est marrant. Du coup, si j'essaie d'y répondre honnêtement, je dirais que mon grand-père, en fait, il a fait la Seconde Guerre mondiale à 20 ans. C'est un truc qui l'a marqué très fort. Et du coup, il a passé sa retraite à lire des livres dessus, qui l'étudiait, qui l'analysait. Je ne sais pas pourquoi, on n'en a vraiment pas beaucoup discuté, mais je pense que c'est
un des trucs qui m'a fait aimer l'histoire, en fait, c'est que je me suis dit, j'avais envie de discuter avec ce vieux monsieur et je me disais, bah, un des trucs qui me permettrait de discuter avec lui, ce serait aussi de faire pareil. Et du coup, j'ai commencé à lire des livres et même si avant je m'étais aussi intéressé, j'avais en 6e, j'ai beaucoup aimé l'histoire des Égyptiens et tout, mais je pense que c'est vraiment ça qui m'a vraiment créé un lien très fort avec la mémoire, avec l'histoire. Voilà, et du coup, j'ai continué, et c'était le seul, enfin, un des rares discussions qu'on avait ensemble, c'était là-dessus, en fait. C'était sur l'histoire coloniale, l'histoire néocoloniale. Lui, il a fait la Seconde Guerre mondiale à Casablanca, donc on en discutait, on était rarement d'accord, mais c'était quelque chose de fort. Et moi, après, du coup, j'ai continué, j'ai fait une licence d'histoire à Paris 1, j'ai fait un Master 2 au Centre d'études des mondes africains, qui n'existe plus, qui est l'Institut des mondes africains aujourd'hui. Et du coup, sur la question des syndicats, des mouvements sociaux et du néocolonialisme. Du coup, ça fait quand même assez longtemps, parce que j'ai fini ce master en 2011, que je m'intéresse à la question de l'histoire, que je m'intéresse aussi à son pouvoir critique, à ce qu'on peut faire des archives, en fait, à quoi elles servent, comment elles peuvent aussi, on peut leur poser des questions d'aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup à la question de la dynamique, de la stratégie des identités. Et du coup, je suis tombé amoureuse ou amoureux de beaucoup de fonds d'archives, en fait, dans ma vie. En fait, 2-3, mais c'est déjà quand même pas mal. Et parce que je m'y attendais pas souvent. Souvent, on partait du principe que, par exemple, en Afrique, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de mémoire, les archives orales en histoire contemporaine, c'est pas des bonnes données, voilà. Et du coup, à force de chercher, je tombais sur des fonds d'archives et souvent quelques papiers et tout ça, mais qui étaient incroyables en termes de traces. Et c'était des très belles surprises. En tant que mémoire qu'on pense invisible et en fait qui ne l'est pas, qu'on minore la plupart du temps. C'est le cas aussi de la mémoire LGBT, QI, transpédéguine, queer. Actuellement, alors comment j'ai rencontré la question des archives à nouveau, en fait, comment je l'ai croisé à nouveau dans ma vie, quand j'ai quitté du coup l'hétérosexualité en 2011, pareil, hein, en même temps que mon master, j'ai dit bon, allez, salut. Et du coup, je suis rentré dans le militantisme, en fait, assez rapidement, dans les milieux queer au Canada, et ensuite je suis revenu en France, et un des espaces queer que j'ai rencontré dans l'année qui suivait mon retour en France, c'était les universités d'été euroméditerranéennes, les homosexualités, qui est entre autres un espace queer, mais pas que. Et du coup, je suis resté en 2014, ensuite en 2015, et je me suis rendu à une des réunions d'organisation de la fin de l'événement. Et là, les commissionneuses, qui sont les personnes qui sont chargées d'organiser l'événement à l'année, qui est un événement bon, j'en reparlerai de ça. Et on dit qu'il y a un besoin de mémoire, en fait. On a bien une commission qui est censée s'occuper des archives, mais il n'y a personne qui s'en occupe depuis assez longtemps. Et on a besoin de gens qui s'investissent là-dedans et qui ont envie de s'investir. Et du coup, je me suis mis à chercher des choses. Et là, j'ai découvert
une autre personne qui s'était occupée de la mémoire avant la mémoire des UEH, qui s'appelle Christian Deleuze. J'ai découvert son fonds d'archives privé à Marseille, et du coup j'en reparlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Antoine Didier. Je tiens aussi à remercier la Queer Week et le comité d'organisation pour l'invitation. Et merci à Renaud aussi pour la modération. Moi, je suis sociologue, je suis historien. Je viens de publier un livre sur Guy Hockenheim. Et à travers Guy Hockenheim, une histoire politique, culturelle, intellectuelle des années 60 à aujourd'hui, qui est un livre qui est traversé par la question de l'histoire et surtout la question de l'héritage, avec l'idée qui m'a beaucoup marqué à la lecture de Spectre de Marx, de Derrida, que l'héritage n'est pas un donné mais un acte, c'est-à-dire on n'hérite jamais de quelque chose, mais on choisit d'hériter de quelque chose, et cet héritage est forcément quelque chose de contradictoire, qui est l'objet de lutte. Ce livre prend la suite aussi de plusieurs travaux, un précédent livre sur la dépénalisation de l'homosexualité en France à la fin des années 70, et les mouvements politiques des années 70. Voilà. Et du coup, le livre sur Guy Hockenheim est évidemment, comme le thème de la Queer Week, c'est la question de trajectoire, et aussi une interrogation sur qu'est-ce qu'une trajectoire d'homosexuel, une trajectoire de militant politique, et surtout une trajectoire de militant homosexuel, c'est-à-dire comment à un moment l'homosexualité devient un sujet, une question politique, et comment un sujet se pense comme finalement politique en raison de son homosexualité. Moi je crois pas beaucoup je suis assez hostile en fait au terme mémoire, mais on reviendra peut-être après dans la discussion. Peut-être ce qui est important à dire, puisqu'on parle de trajectoire, c'est que mes travaux s'ancrent dans la conviction que mon identité sociale, politique, culturelle, sexuelle, de genre a une histoire, et que du coup travailler l'histoire, c'est travailler cette question de l'identité, cette question de savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on peut faire de ce que les autres ont fait de nous. Voilà. J'ai été assez frappé en fait en lisant ce matin l'article l'article sur ce qui est arrivé à Zach Osman, ce militant gay algérien qui a été très violemment agressé à Marseille, par le fait qu'à chaque fois qu'on lit ces histoires qui, hélas, sont une forme de banalité, c'est de nous-mêmes qu'il s'agit. Donc je pense qu'il y a cette question-là dans le travail d'histoire. Et la question aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on est un individu insultable, qui est l'objet d'une histoire de l'insulte, c'est une expression de Didier Ribon, un peu qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et comment on réfléchit, et on invente d'autres identités, ou on travaille en tout cas l'histoire de ces identités. Voilà, un peu ce que je pouvais dire. Parce que... Non, ça va aller. Alors, je m'appelle Christine, je suis réalisatrice, militante associative, je suis membre de l'association Accept ST, une association d'autosupport pour les personnes trans, je suis membre de l'association de journalistes LGBT, et j'ai aussi également créé une association dont je vous parlerai plus tard qui s'appelle Judusa. Alors moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à la mémoire, c'était l'absence de mémoire de ma communauté. J'ai plus de 50 ans, je suis en 63, et c'est où ça? Très fort. Une nouvelle filiation. Ah, non, c'est un gars qui avait ça sur lui. C'est chouette. C'est génial. Bon, alors on va reprendre. En fait, donc moi, ce qui m'a marqué, c'était l'absence de mémoire. Je me suis interrogée très jeune sur qui j'étais, sur qu'est-ce que je fichais dans ce monde, pourquoi j'étais un peu différente. Je dis bien un peu parce que je percevais absolument rien de ce qui pouvait exister comme différence de genre ou différence de sexualité. Pour moi, c'était un truc tellement... J'étais tellement éloignée de tout ça.
mais je me trouvais nulle part. Je vivais dans une petite ville de province, je ne vivais pas à Paris. Et je cherchais des interrogations, j'expliquais à ma mère éventuellement que je ne comprenais pas pourquoi je ne me retrouvais pas. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on ne parlait pas de nous. La première fois que j'ai vu quelque chose où on parlait de nous, parce que j'étais, on va dire, je suis réalisatrice aujourd'hui, je fais du journalisme des fois, j'adore les images. Alors moi aussi j'ai connu quand il y avait une seule chaîne de télé, c'était pas évident, mais j'étais collé devant, quoi. Je regardais les infos, et un jour en 77, je suis tombé sur un reportage de Jean-Claude Bourret sur René Richards. Alors vous connaissez peut-être pas René Richards, c'est l'entraîneuse de Navratilova, si je ne me trompe pas, d'une tenniswoman, et qui en 77 devait jouer aux internationaux de Paris. Et Jean-Claude Bourret dit, alors je ne sais pas si je dois dire monsieur ou madame, et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et je me suis dit, mais mince, c'est moi ça, quelque part, c'est moi, puis c'est pas moi, parce que je veux pas qu'on parle de moi comme ça. Je veux pas qu'on parle de moi comme ça. Et je me suis rendu compte qu'à la télé, on ne parlait pas de nous. René Richards, il y a eu un film de Fessurel, je retrouverai les coordonnées après, mais c'est passé en 87 à la télé, dans une émission d'Armand Jameau, Les Dossiers de l'écran, où on invitait Coccinelle, on invitait Maud Marin et d'autres personnes, mais on ne parlait pas de nous. La première fois où j'ai pu finalement me rendre compte qu'il y avait des images, c'est de voir que le discours de Sylvia Rivera, en 73 aussi, mais moi je l'ai vu beaucoup plus tard, quand elle a pris le micro à la Marche des Fiertés à New York pour dire mais on est là nous aussi. Elle était à Stonewall, elle était avec Marsha Johnson, et on oublie, on les a oubliés, les gens les ont oubliés, elles sont mortes il n'y a pas si longtemps. Marsha, elle est morte assassinée probablement, il n'y a qu'en 2012 qu'ils ont réouvert le dossier, elle était assassinée en 92, à la fin d'une marche justement. Mais moi, j'avais pas de mémoire. Et puis, j'avais envie de vivre ma vie, j'avais envie d'être libre, j'avais envie de faire ce que j'avais envie. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai une mère qui ne m'a jamais posé de problème avec mon identité, c'est elle qui a choisi mon prénom. Je m'appelle Christine parce que ma maman, elle a voulu que je m'appelle Christine. Elle m'a dit, tu ne peux pas continuer d'être dans une ambivalence où on ne sait pas comment t'appeler, où tout le monde te donne un surnom. Moi, j'aimerais bien que tu t'appelles comme ça, et ben voilà, ça s'est fait comme ça. Et le truc, c'est que j'ai pu faire des études, parce que bah, tout le monde me prenait pour une personne originale. J'ai toujours été dans la même école, maternelle au bac. Donc mes amis m'ont vu évoluer et on m'a demandé, t'es homosexuel? J'ai dit, bah non, je suis pas homosexuel, moi je suis autre chose. Je sais pas quoi, mais je suis autre chose. J'ai appris à 20 ans, parce qu'à 20 ans je suis arrivé à Paris, j'ai appris à 20 ans qu'il y avait des personnes comme moi, parce que je travaillais presque Clichy, dans un fast-food qui s'appelle Au Kitsch Restaurant, et j'ai rencontré des trans, des travestis, et on a pu papoter, et j'ai compris que j'étais pas toute seule ce jour-là. Parce qu'avant, je croyais que j'étais vraiment toute seule, à part des personnes éventuellement qui existaient et qu'on apercevait une fois par hasard à la télé, mais c'est en 83 que j'ai découvert que j'étais pas toute seule. Et ben, j'ai vécu dans des milieux qui n'étaient pas du tout trans, c'était pas du tout LGBT, parce que je vivais dans des milieux artistiques où tout le monde s'en foutait que j'étais trans. On s'en foutait complètement, on ne me posait même pas la question, on me prenait comme j'étais. Et puis, un jour, je me suis intéressé au sujet de la prostitution, parce que ben, j'en voyais, puis parce que j'avais des copines qui avaient été prostituées que je ne voyais peut-être plus. Et je dis, moi je me permets de dire prostituée, mais je pense qu'il vaut mieux dire travailleuse du sexe, c'est un peu plus correct. Et en fait, j'ai filmé des travailleuses du sexe. Et je suis allé voir au PAST, il y a pas mal d'années, 2003. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Giovanna Rincon. Et je vous montrerai quelque chose tout à l'heure qui a fait qu'aujourd'hui je fais des images sur les personnes trans. Voilà. On en parlera plus tard. Développe un petit peu les projets qui les concernent et puis après on prend des questions si ça nous va comme ça. Ouais. Par de quoi? Allez. Bon, vous avez compris, hein, je suis la provinciale de l'étape qui n'a pas préparé son intervention parce que je préfère les trottoirs et les interventions de rue. Non, en fait, effectivement, je peux parler de QR Code, mais QR Code, effectivement, c'est parce qu'on manquait d'archives, d'histoire et de représentation de lesbiennes et bisexuelles, cis et trans, qui avaient vécu, résisté à leur façon pendant la Seconde Guerre mondiale.
parce qu'effectivement, ça faisait partie de l'histoire de ma famille et que j'avais voilà, rencontré des personnes, et notamment la grande professeure d'histoire lesbienne Rolande Trempé, qui était le professeur de mon père et qui a été une grande résistante avec sa compagne et qui ont notamment contribué à libérer Maubeuge. Sauf que mon père, n'arrivant pas à accepter mon homosexualité, à dire même le mot homosexuel pendant plusieurs années, pour un moment essayer quand même de reprendre le dialogue avec moi, a essayé de me parler de Rolande, qui est effectivement quelqu'un d'extraordinaire, que je connaissais, qu'il connaissait, que mes grands-parents connaissaient. Et quand il a voulu me dire Rolande est lesbienne, il m'a parlé en fait qu'elle adorait les voitures qui allaient très très vite. En fait, moi je m'en fous des voitures qui vont très très vite, ce qui est un peu compliqué quand on est lesbienne, mais enfin bon, voilà, c'était comme ça. Donc mon père me dit oui, Rolande, tu sais. Je dis oui, Rolande, super, j'adore Rolande, ouais. Mais tu sais, elle adore les voitures qui vont vite. Je dis ouais, papa, c'est cool. De quoi il me parle? Voilà. Bon, bref. Et en fait, il me parlait qu'elle était homosexuelle. Bon, ça m'a pas beaucoup aidé. Donc, il a mis quelques années de plus pour dire le mot homosexuel. C'était pas très très gai quand même à vivre, surtout que je vivais sous son toit et que c'était parfois assez glaçant nos repas de famille où effectivement certains mots ne pouvaient pas être dits et où il n'arrivait même pas à les dire. Maintenant ça va beaucoup mieux. Alors il a eu sa phase il y a quelques années où il m'a offert tous les livres qu'il trouvait sur les homosexuels et la Seconde Guerre mondiale, que des hommes, hein. Mais tout va bien, et il me les offrait tous les Noëls. Alors moi j'étais contente, je lui disais rien parce que je l'avais déjà, mais bon, c'était voilà, ça va mieux. Même maintenant il parle de moi sur son blog, et il parle de QR code sur son blog, comme quoi, bon, il faut parfois 20 ans, mais c'est rien à l'échelle d'une vie, ou peut-être beaucoup. Donc effectivement ces histoires d'archives, de traces, de représentations, pour moi c'était important parce qu'effectivement je me disais que Rolande elle avait existé, sauf que on ne savait pas du tout qu'elle est lesbienne, et que surtout elle avait fait tout un travail, une autre forme de militantisme. Et puis c'est aussi parce que quand j'avais une vingtaine d'années, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça avait vraiment été le moment d'insulte pour moi. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a cristallisé mes centres d'intérêt en ne comprenant pas pourquoi j'étais exclue de temps où pour moi c'était la mémoire de tous et de toutes. Et donc ça m'a permis de cheminer. J'ai eu la chance de cheminer avec un groupe très militant, les Flamants Roses, un groupe d'expression gay et lesbienne, très féministe. Et ça, je tiens à le dire parce que beaucoup de groupes mixtes ne sont pas toujours féministes, qui sont LGBT, et là c'est le cas. Et vraiment, j'ai pu cheminer avec des professeurs d'histoire géo-lesbienne qui m'ont fait découvrir des travaux d'historiennes lesbiennes allemandes, etc. Des choses passionnantes, des choses auxquelles je n'avais pas accès. Et l'idée en fait de QR Code, c'est vraiment de le rendre accessible. C'est aussi une démarche de co-construction, c'est pas une démarche d'historienne en fait. Je ne prends pas ma casquette d'historienne à ce moment-là. C'est vraiment une démarche d'émancipation et de construction collective. Et donc, en fait, il y a différentes entraides sur cette plateforme numérique. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment ne pas hiérarchiser les savoirs. Et je vois à quel point c'est vraiment intériorisé en moi, à quel point c'est compliqué. Ce matin, pour parler au ministère de la Santé, ou même parler aujourd'hui, c'est très très dur pour moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait une thèse pour vous dire, et je n'ai pas publié. Comment je peux être légitime pour vous raconter ces savoirs? Pourtant, ces savoirs que j'ai constitués avec d'autres dans la lutte, parfois houspillés, insultés par la police française, mais tout ça, c'est des savoirs importants et que faut que j'ai encore acheminé là-dessus. Donc ce site internet, je l'ai fait parce qu'en fait j'ai eu un très grave accident qui a fait que je ne pouvais plus aller sur les trottoirs militer comme d'habitude. Donc comme quoi, ce qui paraît, on peut faire des choses assez extraordinaires quand ça ne va pas très très bien dans nos vies. Et donc c'était il y a 2 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir donc cofinancer ce site internet parce qu'il n'y a pas d'argent dans nos luttes pour la mémoire, pour l'histoire notamment des lesbiennes, bisexuelles, trans. Et donc ça a été en animant des ateliers d'autodéfense, des ateliers de drag king que j'ai pu cofinancer cette plateforme. Et c'est important aussi de parler de ça parce que c'est aussi une lutte, de trouver des moyens. J'ai fait le choix d'avoir aussi un travail dans le service public, un travail pour moi qui est important, mais aussi un travail qui ne paie pas toutes mes luttes. Voilà. Et bon, il y a aussi cette notion de précarité qui est importante concernant les lesbiennes, bi, cis et trans. Que dire, il y a des historiennes lesbiennes françaises qui ont fait des choses extraordinaires sur ces questions, que ce soit Christine Barr et d'autres. Et donc c'est extraordinaire de voir que voilà, il y a des grandes penseuses en France qui problématisent ces questions. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de les relier à nos vies. Et
et que c'est aussi une façon de se dire, voilà, pour moi, je ne sais pas comment bien formuler tout ça, je vais y revenir peut-être. Bref, en tout cas, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est en fait de faire des archives de drag king. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, QR Code, il y a plein de personnes et plein de copines qui adorent, qui font la pub. Faites la pub s'il vous plaît, enfin, allez-y, soyez critiques, faites-moi des retours positifs et négatifs, et puis pour qu'on s'améliore bien sûr. Mais surtout, il y a plein de copines qui m'ont dit « Mais ouais, donc tu vas continuer de parler d'autres temps et d'autres moments de l'histoire des lesbiennes ?» J'ai dit « Oui, sûrement, pourquoi pas. » C'est un peu compliqué parce que je suis quelqu'un de non-binaire, assez transgenre, et même si lesbienne, pour moi, je me définis comme telle par politique, c'est pas forcément toujours mon identité culturelle, si je puis dire. Et donc c'est vrai que je vais avec d'autres, notamment des jeunes anthropologues, partager des savoirs et constituer des archives de maintenant. Oui, parce que quand j'anime des ateliers de King, c'est en fait un moment d'émancipation féministe très très important. Et comment on garde trace? Comment aussi ces moments presque de l'intime, ces moments dans des espaces safe, comment ces moments-là peuvent être aussi publics et politiques. Et il y a maintenant un film qui vient d'être fait, Parole de King. Il y a plein d'autres films qu'ont fait des Américaines, des Allemandes, etc. Je remercie les copines qui sont dans la salle, qui organisent des super festivals qui nous permettent d'accéder à notre histoire par ces films. Et donc voilà, donc en fait ça va être des bouts d'archives qu'on va constituer. On ne sait pas comment, à qui on va les transmettre, mais on a décidé qu'on allait constituer nos archives de King parce que c'est important. Voilà. Bien. Moi je vais évoquer donc, le travail que je mène actuellement au sein du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc tout le monde connaît Simone de Beauvoir. Je pense dans la salle, donc je ne vais pas la représenter. Simplement vous dire que les personnes qui ont été à l'origine de ce centre, donc, qui a été créé en 1982, c'est Delphine Seyrig, donc comédienne de cinéma et de théâtre, mais aussi activiste des droits humains et activiste féministe, et aussi réalisatrice, parce que c'est moins connu, elle était aussi de l'autre côté de la caméra, et elle a fait plusieurs films qu'on a donc, dans nos archives. Notamment sur la torture, par exemple sur la torture au Brésil, mais également c'est elle qui a filmé la lutte des prostituées avec Carole Roussopoulos en 1975, donc aussi un film très important. L'autre fondatrice c'est Carole Roussopoulos, qui est une des premières femmes qui a pris une caméra en main, une caméra vidéo en 69 quand la vidéo est arrivée en France, puisque ça a commencé en 65 aux États-Unis. Et cette caméra, bon, ça a l'air un peu technique de parler de caméra porte-à-pack ou de Sony au milieu d'histoire de mémoire, mais c'est important parce que ces petites caméras, maintenant on a l'habitude, on sort notre smartphone et puis on peut, enfin notre téléphone intelligent pour parler français, on sort notre téléphone, on peut filmer, effacer, recopier, faire tout ce qu'on veut avec et c'est facile, et le transmettre en instantané sur les réseaux sociaux. À l'époque ça n'existait pas et l'intelligence du marché, et en tout cas de Sony, c'est d'avoir créé cette petite caméra portable qui était comme les grosses caméras de télévision, mais qui était compacte. Et en fait, ils avaient pensé que ce serait une caméra dont s'emparaient les familles pour filmer, je sais pas, les fêtes de famille, les mariages, des trucs comme ça. Et ce sont en fait les militants et les artistes qui se sont emparés de ces caméras. Et parmi les militants, il y avait évidemment les militantes féministes, il y avait des militants homosexuels, les Black Panthers aussi ont commencé à filmer comme ça, les Palestiniens, et donc en fait ça a essaimé. Et on a toute cette mémoire donc, très active de la fin des années 60 qui a démarré. Donc ce centre, il a été créé et aussi par Yana Vider, qui était traductrice. Et le but, c'était justement, ça a été créé en 82, alors c'est pas tout à fait un hasard, en 81, la gauche est revenue au pouvoir en France. Et donc les femmes qui avaient constitué des archives déjà depuis une dizaine d'années, donc avec l'apparition de ces caméras, les avaient dans des placards chez elles, les faisaient quand même tourner un petit peu partout, puisque c'était essentiellement des instruments de lutte. Mais il n'y avait pas moyen de les valoriser ou de les montrer vraiment à d'autres ou de les archiver. Et donc elles ont eu cette idée originale à l'époque de créer un centre d'archives féministes audiovisuel. Donc c'était des bandes et des heures d'enregistrement. Et elles ont continué à filmer. Alors aussi bien, on a pas mal de rushs aussi, de manifestations. Et Carole Roussopoulos, donc une des fondatrices, est aussi, avec son mari Paul, la personne qui a filmé, on va le montrer tout à l'heure d'ailleurs le film, la première marche publique, je dis homosexuelle parce qu'à l'époque c'est le mot qu'on employait, donc en mai 1971, le film s'appelle Le Phare, donc on le verra tout à l'heure. Et donc ça a fait aussi constituer le départ de son travail en fait de militante féministe
Et elle s'est tout de suite intéressée à tous les mouvements qu'il y avait justement autour des gays et des lesbiennes. Alors ce centre, il a pour objet évidemment d'archiver, donc c'est le truc classique, voilà, on a des rayonnages avec des films, surtout de la vidéo, mais évidemment maintenant c'est surtout des fichiers, etc., qu'on numérise. On a des accords donc, avec des grandes institutions avec lesquelles avant les militantes, et moi y compris, ne voulaient pas travailler, comme la Bibliothèque nationale de France. Mais bon, maintenant on a un accord avec eux de numérisation, donc il y a un fichier qui reste chez eux, un autre qui est chez nous, ce qui veut dire que toutes nos collections sont accessibles à des chercheurs et à des étudiants. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est accessible aussi chez nous, mais voilà, ça fait 2 endroits. Et également avec le Forum des images, qui est aussi une partie de nos collections, là, accessible à un plus grand public. Donc ça, c'est un peu le cœur de notre travail. On les valorise, ça veut dire qu'on les diffuse. On les diffuse alors dans des festivals de cinéma, dans des galeries, dans des musées. Actuellement, à la Maison Rouge, je vous conseille une exposition qui s'appelle... oui, l'esprit français, ça c'est le titre, mais il y a un sous-titre, c'est 69-89. Ah voilà, c'est ça, contre-culture. Et à l'intérieur, alors c'est vraiment très très intéressant. Bon, après, il y a des choses dans le catalogue qui sont fausses, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a des trucs historiques qui sont un peu bizarres. Mais en tout cas, dans l'exposition, il y a énormément de matériel qui a été prêté par des archives, mais qui a été prêté aussi par des particuliers. Et il y a vraiment beaucoup de choses, des tracts, etc. Et quand je suis allée à l'ouverture de l'exposition, c'était assez marrant parce qu'il y avait donc des gens très jeunes, je veux dire beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient des petits carnets et qui notaient des phrases en fait des années 70 en disant « Ouais, ton c'est super, on va le reprendre ». Donc il y avait vraiment une réappropriation aussi, beaucoup de gens prenaient des photos, une réappropriation voilà, de toute cette mémoire. Et c'est très bien présenté, donc je vous conseille ça. Donc voilà, on présente des films partout. On vend aussi des extraits de nos archives. Je pense par exemple au film de Sébastien Lifshitz, Les Invisibles, dans lesquels une partie de nos archives apparaissent. Il y a aussi ici un réalisateur, Stéphane Gérard, oui, qui est là-bas, je vois, je croyais que tu étais parti. Stéphane Gérard qui est aussi venu chez nous travailler sur nos archives. Donc voilà, c'est très vivant, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des archives dans un placard, il faut évidemment que ça continue à vivre. Et quand on parle d'archives, ça veut dire qu'on doit continuer à filmer et aller dans la rue, filmer des manifestations ou des rencontres. Ici, je vois que c'est filmé. On filme aussi beaucoup de rencontres autour de la recherche, notamment autour du genre. Et tout ça est important. L'autre aspect que je voulais donner, et là je rejoins Isabelle, c'est, oui, j'ai fini, c'est ce qu'on appelle la transmission. Je déteste ce mot parce qu'on me l'a toujours renvoyé en nous disant, soit comme militante féministe, soit comme militante lesbienne, qu'on n'avait pas assez transmis aux plus jeunes. Donc ça m'a un peu traumatisée. Mais la transmission, c'est aussi travailler avec des gens très jeunes. Moi, je vais dans des collèges, dans des lycées, à l'université, et aussi avec des élèves de primaire. Je l'ai fait il y a 2 jours, là, avec des enfants d'école primaire. Parler de féminisme, parler d'homosexualité, de lesbianisme, d'homophobie, dans des écoles, en leur montrant des archives, alors des films contemporains, mais aussi des archives des années 70. Et ça intéresse y compris les enfants de 9-10 ans. Donc il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là, je pense, qui est très important et qui a souvent été un peu mis à l'écart. J'ai fini. Merci. Si vous pouvez vous limiter à 5 minutes, comme ça, on a un peu Parfait. Du coup, je rencontre ce fameux Christian Deleuze, qui est un des fondateurs des UEEH, qui existe depuis 1979 et qui ont été créés par le groupe de libération homosexuelle à l'époque, le GLH de Marseille. Et Christian, il a un appartement près de la gare où il stocke des archives depuis cette époque-là. Enfin, je ne sais pas s'il les stocke depuis cette époque-là, mais il stocke des archives depuis cette époque-là et il a tout mis dans cet appartement. Du coup, il y a énormément de choses. Et notamment, il y a les archives des UEH de 1979 à 2008, ce qui représente beaucoup de cartons, avec dedans beaucoup de pochettes, avec des rapports d'activité, avec des courriers, des factures, des courriels, tout ce qui est la communication interne d'une association comme les UEH, mais aussi sa programmation, tous les artistes qui sont venus, les groupes militants, les militantes, tous les débats internes. Christian Deleuze a aussi créé une association qui s'appelle Mémoire des sexualités, qui existe depuis 1984
Et il y a un site internet qui est accessible, qui s'appelle Mémoire de sexualité. Et du coup, là, vous trouverez, il est en train de continuer dans ce processus de rendre accessible le plus possible le travail qu'il a effectué avec passion durant toutes ces années. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment on archive en fait. À l'époque, les UEH, c'est 2 semaines. Depuis 1979, c'est une semaine de rencontres, des ateliers. Alors comment on fait, comment on archive? Voilà, à partir de 84, il y a ce truc de prendre des enregistreurs, de les mettre dans chaque salle, d'enregistrer les conférences, de faire des retranscriptions, donc de taper à la machine ou à l'ordinateur tous les enregistrements, et ensuite de les rendre accessibles en fait. Donc c'est un travail énorme qui demande beaucoup d'énergie et qui, la plupart du temps, comme tu disais Isabelle, est difficilement financé. Est rarement finançable. Alors Christian, il a trouvé des petites choses. En fait, il a utilisé notamment le fait que lui travaillait au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc un des privilèges sociaux que lui rapporte son travail pour avoir des subventions, etc. C'est quelqu'un qui a un certain capital et du coup cet appartement lui appartient, il peut y stocker des archives. Et ça, je pense que c'est important, hein, les conditions matérielles en fait de ce qu'on appelle la mémoire et des traces, où est-ce qu'on stocke ça. Il n'y a pas encore de centre d'archives LGBT, QI en France, à Paris et à Marseille non plus. Ce fonds-là, c'est un fonds d'archives privé que voilà, on essaye de collaborer avec Christian. Moi, dans le cadre d'un master que je fais à l'EHESS dans la mention genre politique des sexualités, je fréquente beaucoup ce fonds d'archives, mais j'essaye aussi de développer une relation de confiance parce que ça marche aussi comme ça, par la rencontre et par la construction d'une relation de confiance intergénérationnelle pour qu'il se passe quelque chose en fait, et qu'il y ait des endroits, il y ait des placards qui s'ouvrent parce que parfois ça ressemble à des placards en fait, et c'est souvent des placards. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est à peu près tout. Hein, d'accord. À toi. Oui, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la question je disais, de l'histoire, et comment en fait l'histoire, qu'on présente comme histoire avec un grand H, n'est en fait qu'une histoire, c'est-à-dire un récit historique qui est produit par ce qu'on peut appeler les dominants, et combien à ce récit-là, majoritaire, qui a la force un peu de l'évidence pour lui, qui est naturalisé comme notre histoire à tous, comment il faut se battre pour lui opposer d'autres récits historiques produits par des groupes minoritaires, parfois en lutte même entre eux au sujet de ces histoires. Il y a une phrase que je trouve magnifique de Roland Barthes dans La Chambre claire qui dit « L'histoire est hystérique, elle ne se constitue que si on la regarde, et pour la regarder, il faut en être exclu. » Et la phrase m'a toujours semblé en fait exprimer parfaitement, et c'est un peu pas pour rien que c'est Roland Barthes qui l'a écrite, ce sentiment d'être exclu de l'histoire, de ne pas faire partie du récit, et de vouloir donc, par des entreprises d'écriture historique, rentrer dans l'histoire et subvertir ce récit. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que j'étais assez, on va dire, plutôt hostile au terme mémoire, dans la mesure où le terme mémoire me semble très connoté, ou en tout cas a une histoire conceptuelle dont on ne se rend pas forcément compte quand on l'utilise. Moi le premier, dans le sens où le terme mémoire apparaît dans l'espace français dans les années 80, associé au couple, enfin dans un couple associé au terme histoire. Et dans une forme de réaction de défiance
des historiens qui sont confrontés à un ensemble d'individus, un ensemble de mouvements sociaux qui prétendent entrer par effraction dans l'histoire. Et du coup, les historiens, pour défendre un peu leurs privilèges et leurs capitaux symboliques, se mettent à écrire sur cette idée de la mémoire, comment il y aurait d'un côté la mémoire, qui serait, elle, sujet finalement extrêmement lié à la politique, extrêmement lié à des pulsions sociales, à des individus, et que de l'autre côté, il y aurait l'histoire qui, elle, finalement, serait la science, ne serait pas liée à toute cette agitation et tout ce désordre. Et des historiens qui ont parfaitement pignon sur rue, y compris au sein de ce qui est appelé la gauche, peuvent parler, je sais pas, de la mémoire envahissante, de la vague mémorielle. On serait, depuis les années 80, dans une ère mémorielle, dans une ère du témoin. La mémoire serait une prise en otage de l'histoire, où il y aurait même une tyrannie de la mémoire, ou une pathologie mémorielle. C'est pour ça que j'adressais cette critique au terme mémoire, où je pense que, c'est comme ça que moi je conçois mon travail, mais aussi tous les mouvements que je fréquente, mouvements politiques, mouvements sociaux, c'est qu'à mon avis, pour revendiquer, être dans l'histoire, et pas être dans la mémoire, pas être dans ce partage des tâches. J'aurais d'un côté les historiens professionnels, et de l'autre côté les gens qui feraient œuvre de mémoire. Par exemple, dans mon livre sur Geoken Game, je m'intéresse à toute la question de la déportation pour homosexualité, qui est un sujet aujourd'hui historique, dans le sens qu'il y a un sujet digne d'attention, qui est reconnu comme étant un problème historique sur lequel des chercheurs se penchent, des colloques sont organisés, des subventions sont accordées, des bourses de recherche sont données. Et ce sujet n'a pas toujours été historique. Et s'il s'est imposé comme un sujet historique, c'est parce qu'il a été imposé par des acteurs sociaux qui n'étaient pas forcément des historiens, qui ont dit ce sujet-là est invisibilisé, on n'en parle pas, et il faut en parler. C'est notamment le cas de Geoken Game parmi d'autres, qui a été un des premiers dans les années 70 à s'y intéresser. De même, par exemple, si le champ des études de genre, de la théorie queer, des études sur la sexualité existe aujourd'hui, le fait même qu'on soit, par exemple, à Sciences Po en train de discuter de sexualité ou de théorie queer ne va pas de soi. C'est aussi parce qu'à un moment, des acteurs sociaux qui étaient étrangers à l'université se sont battus pour imposer les études de genre, les théories de la sexualité, etc. Voilà, c'est le sens, pour moi, des dangers du terme mémoire. L'autre chose que je voulais dire et qui m'a aussi beaucoup préoccupé dans mes recherches, c'est la question de notre propre rapport à nous-mêmes par rapport à cette histoire. J'ai été très marqué par une expression de l'historienne féministe John Scott, quand elle parle de l'évidence de l'expérience. Qu'est-ce qui fait que nous reconnaissons dans des expériences passées, et qu'est-ce qui fait que nous pensons que nos identités sont liées à des identités passées, avec une forme d'évidence, où on se dit, effectivement, on s'inscrit dans ce prolongement-là, et lui, finalement, c'est nous. Je lis Proust, évidemment, quand je lis Proust, c'est de moi dont il s'agit. Et tout ça ne va pas du tout non plus de soi. Comme l'écrit Eric Hobsbawm, il y a une invention de la tradition, et c'est nos propres identifications qu'il faut aussi interroger. Encore une fois, au sujet de Geoken Game, c'est une question qui m'a aussi beaucoup soucié, dans la mesure où il y a toute une redécouverte des écrits de Geoken Game sur la sexualité depuis quelques années, notamment au sein de l'espace de la théorie queer. Geoken Game est même considéré comme le père fondateur de la théorie queer, ce qui est en partie anachronique, puisqu'au moment où il écrit, la théorie queer n'existe pas et que lui ne s'y est jamais référé, mais en tout cas, des auteurs majeurs de la théorie queer disent que Geoken Game est un des précurseurs des gens qui écrivent. Et c'est aussi cette question-là qui est intéressante, c'est pourquoi finalement des problèmes que Geoken Game a abordés à un moment, dans un contexte donné, est-ce qu'on ne se commet pas une erreur en y voyant exactement les mêmes problèmes que ceux qui nous occupent aujourd'hui, ou en tout cas comment faire attention à toute cette question de la transmission et de l'identification. Et puis à l'inverse, c'est aussi cette question de l'évidence de l'expérience, et se méfier aussi des censeurs de l'histoire, notamment dans les mouvements sociaux, culturels qu'on fréquente. Il y a un ensemble d'individus qui utilisent l'histoire et parfois leur propre participation à des mouvements comme Magister pour nous dire attention, ces mouvements-là, nous on ne s'est pas battus pour ça, ou enfin le débat sur le mariage gay a été caricatural de ce point de vue-là, nous dans les années 70 on ne se battait pas pour le mariage, ou la revendication petite bourgeoise de la PMA n'a jamais été la nôtre.
etc., etc. Et donc aussi, interroger cette évidence de l'expérience, c'est aussi refuser parfois ce magistère, ce capital symbolique qu'utilisent certains de l'histoire, y compris quand on a des affinités avec eux, qu'on pense appartenir au même espace politique et théorique. Et peut-être, j'ai une minute, le dernier point qui m'intéressait aussi, et que je développe aussi à travers les travaux d'Ockeghem, parce qu'il a beaucoup réfléchi à cette question-là, c'est la question comment ce que nous sommes, c'est l'introduction, ce que nous sommes comme sujet est produit par l'histoire. On retient beaucoup d'Ockeghem qui s'est battu contre la catégorie homosexualité, qu'il a refusé le terme homosexuel, qu'il a montré tous les problèmes que pose le terme homosexuel, en montrant notamment comment c'est une catégorie produite par la psychanalyse, et que donc récupérer, revendiquer une catégorie de la psychanalyse homophobe est quelque peu problématique. Et en même temps, ce qui est assez intéressant dans ses écrits, c'est qu'à un moment, il bascule complètement, en tout cas se contredit lui-même en disant en fait se réclamer homosexuel est quelque chose de fondamental, parce que c'est aussi affirmer une identité historique qui est aussi reliée à toute une tradition, toute une histoire. Et il y a un moment qui est particulièrement fascinant dans les traitements d'Ockeghem, c'est quand il fait, avec Lionel Soukaz, un film qui s'appelle Rasdep, en 1979, sur l'histoire de l'homosexualité. Puis Ockeghem publie en même temps un livre, qui est aussi intitulé Rasdep, et dans l'introduction de ce livre, explique comment la connaissance de l'histoire, à la fois nous construit comme sujet et protège notre existence comme sujet. Donc c'est aussi une préoccupation qui m'est fondamentale. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus facile avec un micro comme ça, on n'est pas obligé de se pencher en avant. Alors, en fait, je parlais d'une mémoire inexistante. Bon, il y a en fait une mémoire, mais elle est essentiellement écrite, il faut la connaître. Je sais qu'il y avait je l'avais noté, mais je n'ai pas lu, c'est les mémoires du Chevalier de Choisy, qui était un académicien sous Louis XIV, et qui a parlé de sa vie, et qui était une personne trans, en fait. Mais à l'époque, il y a eu aussi en 1935 une étude d'un médecin qui a fait une étude sur le travestissement. C'est un bouquin qui n'est pas très épais, qui n'est pas facile à trouver, qui est très documenté. Parce qu'en fait, comme c'est un médecin, il y a toutes les références de tout ce qu'elle avance. Ça, c'est assez génial comme ouvrage. Alors, pourquoi la mémoire? En fait, pendant très longtemps, je ne me suis pas intéressé. En fait, je voulais m'occuper de ma vie à moi, je ne voulais pas être impacté par le fait d'être trans. Comme je ne voulais pas être impacté par le fait d'être trans, ben, les gens me connaissaient comme étant une femme qui était réalisatrice, qui faisait des films, qui était artiste, qui est membre d'un groupe de femmes lesbiennes qui s'appelait Les Météores à Lille dans les années 90. Mais j'annonçais pas la couleur, quoi. Je m'en foutais, je voulais pas qu'on me prenne pour ça. J'avais pas envie de ça et je vivais très bien comme ça. Et puis, comme je disais, je me suis intéressé à la prostitution parce que j'avais eu pas mal de copines qui avaient fait ce travail, que je n'ai pas fait parce que simplement ça s'est pas trouvé, que j'ai eu une vie entre guillemets un peu privilégiée où mes parents m'ont pas rejeté, donc je suis allé faire des études sans me poser d'autres questions. J'ai passé mon bac, j'ai fait des études. J'ai eu des difficultés dans ma vie, mais elles n'étaient pas liées à ça. Ma difficulté, c'était surtout de savoir trouver ma place et à titre personnel, je rigole beaucoup sur le cru des voitures qui roulent. Moi, je fais que des sports extrêmes. Que des sports extrêmes. Si, j'ai fait de la danse dans une compagnie, mais je fais du surf, du funboard, d'escalade, du ski, de la descente de glacier en ski, de la moto, de l'enduro, du motocross, de la boxe thaïlandaise, du kung-fu, enfin, voilà la totale, quoi. Et hier, une de mes filles adoptives m'a pris... Je dirais à mon père. Et une de mes filles adoptives m'a filmé, enfin m'a photographié en train de faire du skateboard. J'en ai pas fait depuis 40 ans. Et je tiens bien dessus encore. J'ai dû en oublier quelques-uns de sport, mais c'est pas grave. Donc voilà, on peut avoir... et moi, je cherchais Action Jane. Tu sais, mon frère, il avait Action Joe, moi, j'avais Action Jane. Forcément. Elle n'avait pas de mitraillette, mais elle avait plein de trucs. Et donc, voilà, petit aparté. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est qu'à un moment, je me suis quand même questionné sur la mémoire d'une communauté à laquelle il me semblait appartenir. Bon, je n'étais pas lesbienne, plutôt hétéro, mais trans, et il y avait un truc qui s'appelait LGBT.
Et j'ai commencé à me rapprocher pour questionner. Je dis, moi, je suis même allé voir le Long Yang Club parce qu'ils avaient des rapports avec l'Asie. Moi, j'aime beaucoup l'Asie. Et je m'intéressais à la problématique des filles en Thaïlande ou en Inde, parce que, voilà, mais je ne m'intéressais pas tellement à ce qui était proche de moi. Mais en fait, c'est pas un truc. Je vais vous montrer les images à la fin, tout ce que je vais vous dire. J'ai été au PAST en 2003 pour croiser des personnes comme moi, parce que je savais que mes copines y allaient. Et c'est une association, le PAST, pour les travailleuses du sexe notamment, mais que les personnes trans, en fait. Bon, voilà. Et qui existe toujours. Et au PAST, j'ai croisé pas mal de gens, dont une personne qui s'appelait Giovanna Rincon. On a sympathisé à l'époque, elle venait d'arriver en France, et elle était salariée au PAST. Et comme je m'intéressais aussi à la prostitution, j'avais été filmer des choses sur la prostitution, notamment un colloque à Bruxelles. Parce que je me suis dit, bon, ça peut toujours servir d'avoir des images. Je croisais Thierry Schaffhauser là-bas aussi, et d'autres personnes comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je tiens des caméras, j'aime faire des images, j'aime faire des trucs, j'aime faire les choses qui me passionnent. Pourquoi je ne filmerais pas les choses qui me concernent peut-être? Et bon, j'ai eu un épisode de problème de santé dans ma vie qui a fait que j'ai commencé de filmer et puis j'ai un peu arrêté. Et puis en 2013, je commençais, bon, je rencontre le Long Yang Club, j'ai fait 2-3 trucs avec eux, et je vais à la Gay Pride, et là, qui je vois? Ma Giovanna, et qui me dit, il faut que tu viennes avec nous. Je dis, je ne peux pas refuser à cause de ce que je vous montrerai tout à l'heure. Je ne peux pas refuser. Et j'ai rejoint, et je me suis dit, mais merde, il n'y a personne qui fait des images sur nous. Il n'y a que des cisgenres hétéros qui nous prennent pour des clowns. J'ai dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Après tout, je suis réalisatrice, je fais du journalisme. Pourquoi? J'ai même été formatrice à France Télévisions. Ça s'est arrêté à cause de la transphobie de certains monteurs qui ont refusé de bosser avec moi. Ça arrive. Alors qu'avant, quand j'étais considérée comme une femme, ça m'arrivait pas. À partir du moment où sur les net on me savait comme trans, on n'a plus voulu travailler avec moi. C'est assez fou. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire des images. Et donc, tout ce que je pouvais filmer sur les personnes trans, sur les travailleuses du sexe, sur les féministes inclusives aussi. Demain, je vais à la manif et je vais filmer à Saint-Denis. J'en ai rien à foutre si paraît-il c'est un peu dangereux Saint-Denis, je m'en fous, j'aime bien. Non, je fais de la boxe. On me reconnaît en général, je suis grimpé sur les poteaux, les feux, etc. Je vais prendre l'air pour filmer avec ma caméra. J'ai mis mes outils, je me suis dit, j'ai des outils, moi j'ai une caméra perso, qui est une caméra de télé, j'ai du matos, je sais faire du montage, et je vais faire. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis dépassé, je ne peux pas tout faire, j'ai plus de vie. Et alors, en fait, je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai discuté avec des amis et j'ai créé une association qui est en train tout juste de démarrer, qui s'appelle Médusa, où on va conserver, faire des archives d'une mémoire vivante, parce qu'on n'a pas de mémoire morte à part des bouquins, on n'a presque pas d'images, vidéos, à part des choses filmées par Bambi, peut-être par Coccinelle, par 2-3 autres, mais la plupart des trucs, c'est des trucs faits par la télé, c'est des trucs qui ne sont pas nous. Il y a des photos aussi, des photos prises par des gens, mais il n'y a que ça. Il y a Lipsy, je ne sais plus son nom, là, qui a fait une expo dans le centre Agnès B, mais c'est pas nous qui les avons fait. C'est pas nous. Et le truc, c'est de les faire nous, en fait. C'est ce nous qui faisons, et on a créé cet assaut où il y a pour l'instant dans le bureau que des personnes trans. Il y a même Hélène comme bonne fée, pour celles qui la connaissent. J'aime bien travailler avec elle. On a fait une vidéo là pour l'Aqua Week, c'est bien éclatante. À l'Aqua Week, je mets Air Week, c'est pas mal. Et donc, on voit que ça va longer. Donc, en fait, on a créé cette façon en se disant, bah là, les personnes qui ont envie de mettre des images, qui ont envie de pouvoir les partager, parce que c'est bien beau de dire, moi je suis référencé à l'INA, j'ai le droit d'aller à l'INA, regarder toutes les images que je veux. Mais la personne trans, LGBT, lambda, qui veut se dire, tiens, moi je voudrais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Il n'y a pas, tu n'as pas accès. Donc nous, on met sur YouTube, on va garder sur des serveurs. Je loue déjà à mon nom des serveurs pour stocker une dizaine de téras d'images, ce qui est déjà pas mal. J'ai plus de 10 téras d'images encore chez moi, mais je fais tout en double pour rien perdre. Et avec une disponibilité pour les personnes qui ont été filmées, les assos qui ont été filmés. C'est-à-dire que j'ai un doublon, par exemple le Stras, je travaille avec le Stras, et ils ont un doublon de toutes les images que j'ai fait de leurs événements. Et le but, c'est ça, c'est de partager. En respect du droit d'auteur de la personne qui a filmé. Bien sûr, si quelqu'un a filmé, qu'on veut utiliser ces images pour les vendre, non, il faut le payer lui, parce que c'est la personne qui a filmé. Ou elle, ou elle. Et
Mais voilà, le but c'est de créer un truc qui puisse continuer d'exister, parce que moi je ne suis pas éternel, parce que j'y arrive pas toute seule, et que en plus ce qu'on va faire, parce que moi j'étais formatrice à la base aussi, je suis chef monteuse, j'ai un niveau expert, et j'ai été enseignante en fac en audiovisuel, c'est de former les gens à l'image, former les gens à comment on parle à un journaliste, comment on fait pour pas se faire piéger aussi. C'est important, c'est parce qu'on se fait souvent piéger, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit dire, et des fois, ils gardent qu'un petit bout. Très facile de garder un bout et de couper dedans. Hein, je l'ai enseigné, ça. C'est pas de ma faute si on le fait ensuite. Je veux dire, le but, c'est d'apprendre aux gens à savoir faire leurs images à elles. C'est qu'on sache faire nos images à nous, qu'on ne soit pas obligé de les confier ça à quelqu'un d'autre. Oui, je vais faire très court. Et ben, je vais vous montrer la petite image justement qui a fait que moi, un jour, je me suis dit, bah oui, je ne peux pas refuser de faire des images. Aucune installation. C'est Windows. Ben, viens voir, parce que moi je suis très Apple. Il veut pas annuler. Il m'énerve. Play directement. Quels sont? Et là, il y avait du son. Il n'y a pas de son. Non, il faut que tu fais bien la registration du tout parce que je ne vais pas faire des photos. Non, il faut que tu fais bien la registration du tout parce que je ne vais pas faire des photos et alors tu veux la registration de ça. D'accord? Merci. Je vais faire un petit montage. Spécialement parce qu'aujourd'hui c'est un jour très très spécial parce que c'est une revendication que j'ai dans mon cœur et j'ai dédié ça à tous mes amis transsexuels qui sont partis de l'autre côté de la vie, et qu'aujourd'hui ils sont là, présents, pas dans la matière, ils sont présents dans mon cœur. Alors je dédie ça à tous mes amis qui sont déjà de l'autre côté de la vie. Et voilà, on verra que cette revendication pour ça donne. Voilà pourquoi. Je ne pouvais pas lui dire non. Et je me suis dit, je ne peux pas, moi qui ai le matériel, je ne peux pas ne pas faire. C'est un devoir quelque part. Et aujourd'hui, j'ai démarré un documentaire sur les personnes trans et le sport. Je fais des archives d'Acceptess aussi. C'est-à-dire qu'on fait un documentaire d'archives qu'on augmente au fur et à mesure et qu'on passe dans des événements. Et qu'on va améliorer parce que pour l'instant, c'est juste un bout à bout. Et je vais peut-être faire un jour un truc sur les jeunes et les trans, et je suis en train de faire des... Certains ont dû voir la série Louise qui commence tout juste à la télé là, le lundi. Il y a un premier pilote qui est passé, il y a pas mal... Il y a des trans qui trouvent ça très bien parce qu'on a tellement été ridiculisés souvent, elles trouvent ça très bien, moi je trouve pas ça bien, ça ne me plaît pas forcément. Et il y a des jeunes trans qui m'ont dit, mais ça donne envie de dire fais pas ta Louise, et en fait on est en train de faire une série de vidéos sur fais pas ta Louise, des 15 secondes. On a démarré hier, et elle s'est bien en fait, on va commencer à le diffuser la semaine prochaine. Mais voilà, moi je me suis dit qu'un jour c'est un devoir en fait, de mémoire. On a un devoir de mémoire, on ne peut pas y échapper. Parce que si on ne le fait pas, nous, qui va le faire? Voilà. Je voulais juste te dire qu'en fait, tu es exactement dans la même démarche que les fondatrices du Centre Simone de Beauvoir. C'est ce qu'elle disait à l'époque, il faut se filmer nous-mêmes. Et aussi ce que tu as dit sur le fait de ne pas couper ce que disent les gens, c'est extrêmement important. Et donc c'est extrêmement important, mais tu le sais comme monteuse, de garder les rushs. Je garde tout. Les cartes mémoire sont copiées et les rushs sont sortis en même temps et je garde tout. Ça me prend de la place. C'est pour ça qu'on crée une asso parce que financièrement, un jour, j'y arriverai plus. Les serveurs. Merci à toutes
et à tous. Je ne vais pas forcément reprendre la parole, sauf s'il y a vraiment une question, mais je pense que ça soulève peut-être des commentaires, ou des remarques, des interrogations, soit sur l'ensemble de la discussion qui est partie dans beaucoup d'espace. Voilà, je vous laisse la parole si vous avez. Oui, c'est pas. Du coup, c'est une question énorme, alors on ne rappelle pas. Mais l'intervention d'ouverture, ce que tu as rappelé, il y avait cette question quand même de où sont nos archives. Et du coup, on en a un peu parlé, et merci Christine d'avoir précisé, mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui me questionne beaucoup, c'est où est-ce qu'on met toutes ces choses qu'on collecte. Et il y a quelques exemples des données, le centre de Gilles Simone de Beauvoir, c'est exceptionnel. Et là, du coup, d'apprendre, c'est une super nouvelle d'apprendre pour le projet Médusa, parce que c'était une des questions que j'ai apportées aujourd'hui, de savoir toutes les super images que tu fais depuis des années, comment on les voit, comment elles sont conservées. Mais j'étais un peu curieux de voir pour chacun d'entre vous, et Renaud y compris, sachant que tu travailles au MUSEM et qu'il y a une partie des archives de la Club Paris qui sont conservées là-bas. Enfin, quel rapport vous avez avec les lieux où sont les archives et matériellement, voilà, est-ce que vous défendez plutôt parce que tout est possible et tout est important, des postures où il faut créer nos propres archives comme ce projet, ou est-ce que, comme le fait le centre de Gilles Simone de Beauvoir, qui fait les deux d'ailleurs, voilà, mais aussi se tourner vers les institutions nationales comme la Bibliothèque nationale, et voilà, et aussi spécifiquement sur QueerCode, parce que du coup c'est la deuxième fois que j'en entends parler et je ne sais pas vraiment, je n'ai pas encore très bien compris comment ça marche, mais tu disais que tu étais plutôt basé à Lille, moi j'ai entendu parler à Lyon, est-ce qu'il y a des gens partout en France qui travaillent dessus, comment vous connaissez, comment vous travaillez ensemble? Je fais beaucoup de trottoirs. Et du coup, de quel comment faites ça? Je me permets juste de effectivement reprendre la question. Et moi, c'est une question aussi. Merci déjà pour cette question. C'est une question que j'aimerais aussi prendre et faire rebondir sur Antoine, en fait. Parce qu'effectivement, tu as beaucoup parlé de ton rapport à l'histoire, mais tu n'as pas beaucoup parlé de ton rapport aux archives. C'est-à-dire qu'évidemment, pour écrire une thèse, j'imagine que tu as pu faire un certain nombre de centres d'archives à la fois en France et peut-être à l'étranger. Je ne sais pas comment tu as procédé. Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles peut-être de... Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est facile en fait de faire une thèse sur le militantisme homosexuel en France dans les années 70? Ou est-ce qu'il y a effectivement des manques? Et à ce moment-là, c'est une question un peu... moi qui m'intéresse, je vais être un peu déçu si tu dis que c'est très facile en fait. Mais tu as le droit de me répondre ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, bon, moi je pourrais évidemment parler un peu du MUSEM, même si je ne sais pas quand ça commence. Je ne répondrai pas en premier, peut-être? Si? Non? Isabelle? Voilà. Tu peux peut-être préciser un petit peu. Donc tu me demandais, je fais partie du couvent du Nord, voilà. Mais depuis que je suis sœur, ça depuis 14 ans, je fais beaucoup d'intercouvents, pour moi c'est très important. J'ai eu la chance d'aller au Trottoir des Sœurs, puisqu'on est né à San Francisco. J'ai pu voir les archives de ce mouvement qui sont privées et qui sont aussi en lien avec différents centres d'archives, notamment au MUSEM. Il y a beaucoup d'objets de sorts de la perpétuelle indulgence de différentes associations françaises. Par rapport à QR Code, je viens du Nord, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, déjà, je suis biculture et donc, en fait, j'ai toujours traversé la France régulièrement et je continue de le faire, en fait. Et je suis descendue à Montpellier pour ouvrir un beau lieu culturel où il y a justement des archives. Moi, je suis par hasard, par punition, devenue bibliothécaire et je suis allée ouvrir un bâtiment qui s'appelle Pierre Vive, où en fait le conseil départemental de l'Hérault a les archives départementales, la médiathèque départementale, le sport et la culture. Et pour moi, c'était très intéressant d'essayer de faire du lien, parce que vous savez, en France, il y a les torchons, les serviettes et les autres. Et moi, j'aime beaucoup quand je dis que je suis bibliothécaire, que je veux devenir archiviste, et puis qu'on me dit non, c'est pas possible. Et quand je vois des archivistes et que je dis j'aimerais bien être bibliothécaire, alors là, on me dit non, c'est pas possible. J'aime beaucoup ce côté-là qu'on a en France comme ça. Bref. Donc ça, c'était une aparté. En tout cas, je vois à quel point c'est compliqué en fait de tisser des liens. Moi, je suis vraiment fait le choix de la médiation des publics, et je pense qu'il y a un gros travail à faire et à s'approprier de tous les métiers et de tous les fonds. Par rapport à QR Code, donc moi je viens de Lille et j'ai milité pendant longtemps à Lille, et on a des archives de nos luttes, les luttes des Flamands Roses et d'autres groupes, donc dans notre centre LGBT, j'en suis Giresse, dans un quartier populaire. On a donc des archives conséquentes. Et
notre plateforme en fait, qu'on a créée à plusieurs, qu'on anime à plusieurs, ben, elle est faite en fait de co-construction avec des groupes en lutte, notamment lesbiens, queer, et on a beaucoup milité avec le groupe lesbien lyonnais. Donc un groupe de lesbiennes qui a décidé vraiment de réfléchir sur les origines de Stonewall. Donc en fait, certaines étaient passionnées comme moi de San Francisco, et j'espère que vous aussi. Et elles sont parties en fait voir les archives LGBT de San Francisco et voir un certain nombre de fonds, et elles ont fait des traductions de ces fonds pour en fait nous amener une autre histoire qu'on connaît peu et mal de Stonewall, et notamment des ramifications d'autres émeutes. Tu évoquais effectivement tout à l'heure qui avait participé à Stonewall, mais il y a aussi d'autres moments de mobilisation. Et donc en fait elles ont fait une super exposition avec différents collectifs. Invitez-les, elles sont super, elles ont même un blog. Donc voilà, collectif lesbien lyonnais, vous allez voir Stonewall, et faites venir leur expo, elles sont charmantes, adorables, c'est des vrais bombasses, quoi. Donc à part ça, c'est aussi... et donc là, en ce moment, ben, ça dépend voilà, des groupes. Par exemple, un groupe lesbien à Genève, on a échangé, on a fait toute une journée, un travail, et une en fait militante lesbienne qui est aussi responsable des archives audiovisuelles de tout ce qui se passe à la télévision, voilà, je vais y arriver. En fait, elle a fait un espace critique d'un film, puisque vous savez que maintenant on apprend notre histoire par des films de fiction qui sont produits par qui et comment. Quand on regarde ce beau film de Stonewall, mais qu'on regarde aussi l'histoire de Le Cercle, je ne le fais pas en allemand, l'une des premières associations, pas LGBT, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, en fait c'est des lesbiennes qui ont fondé ce groupe suisse, et en fait il y a eu des gays ensuite qui sont venus, et en fait le réalisateur, il a eu une bonne idée, il a voulu commencer à parler de cette histoire qu'à un moment donné, sans dire en fait qu'avant c'est ce qui s'était passé. Et donc lui, je comprends, il est intéressé par les gays, moi je comprends, mais sauf qu'il aurait pu mettre en introduction, je sais pas, avant il y avait une autre histoire et après. Et donc la copine, en fait, elle a fait toute une réflexion, un travail, un texte, et c'est à partir des luttes et des réflexions, en fait, féministes, lesbiennes, queer, qu'on nourrit ce film, et c'est vraiment où il y a des luttes en fait qu'on vient et qu'on co-anime. Et là il y a un collectif à Montpellier où je vis, les Martines, et elles ont vraiment envie de se réapproprier l'histoire du triangle noir, de questionner pourquoi ou pas telle présence, tel symbole on utilise dans nos luttes, et donc on va faire des choses ensemble, et notamment elles m'ont invité et j'ai chauffé un dance floor, c'était rigolo, avec 150 personnes sur une piste de danse d'un bar gay. Et comme Alain Bérubé, cet historien gay à San Francisco, bah oui, c'était transmettre notre histoire de façon ludique, dans nos lieux communautaires, dans nos lieux de plaisir. Et voilà, je m'en arrête. Je pense qu'il y a deux questions, il y a celle de Stéphane et celle de Renaud, qui commence à répondre à Stéphane sur la question des archives. C'est vrai que moi, dès le début de mon travail sur l'histoire de l'homosexualité, j'ai été très attentif à la question d'archives, parce que j'ai commencé mes recherches à Lyon, et j'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque municipale de Lyon, où il y a un endroit qui s'appelle le Fonds Chomara, du nom d'un militant gay qui s'appelle Michel Chomara, qui a constitué un fonds privé au sein de la bibliothèque municipale de Lyon, où il conserve un ensemble de choses relatifs à la question de genre, question de sexualité, et à l'histoire du mouvement gay, parmi d'autres. Et au début de mes recherches, j'ai trouvé là des choses qui n'existaient nulle part ailleurs, par exemple des choses assez banales et en même temps très belles, comme des cartons pour des soirées gays, ou des flyers de groupes, des tracts de groupes militants, des documents comme ça, qui, s'ils n'avaient pas été conservés là, n'existeraient nulle part ailleurs, et que j'avais réuni dans un petit livre qui avait publié d'ailleurs Michel. Donc j'ai été sensibilisé et convaincu de l'importance très tôt de cette question de la conservation, du dépôt des archives. Comme j'ai rencontré aussi pas mal de militants dans mes recherches, j'ai accompagné, si je puis dire, certains d'entre eux dans le dépôt d'archives auprès d'institutions publiques, notamment des archives du militantisme, des tracts, des courriers, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai souvent des discussions, parfois assez vives avec eux, sur il y a un éternel débat depuis pas mal d'années, sur où faut-il conserver les archives. Est-ce qu'il faut créer des lieux à nous, entre guillemets, liés au mouvement LGBT au sens large, ou est-ce qu'il faut faire des dépôts dans des institutions
publiques, type Archives nationales, Bibliothèque nationale. Moi, j'ai aucune réponse particulière sur le sujet, si ce n'est que en fait, les deux positions me semblent très importantes. C'est-à-dire qu'à la fois un lieu lié au mouvement LGBT a un sens politique très fort, c'est-à-dire de tout ce que tu disais aussi, de se réapproprier notre parole et notre histoire. Et donc que ce soit les principaux concernés qui s'en occupent. En même temps, il y a aussi un sens symbolique très fort d'investir des lieux publics, et particulièrement en France, où il y a cette idée de l'universalisme républicain, du récit national avec un N majuscule, de l'histoire de la France, etc., etc. Et donc du coup, c'est aussi... et en plus, les théories archivistiques qui sont à l'origine des fondations de lieux comme les Archives nationales sont intimement liées à cette conscience nationale, de l'histoire nationale, de la grandeur nationale, etc. Avec des débats à la fois épistémologiques, mais qui sont des débats politiques, sur les archives de la France. Est-ce que c'est seulement les archives de l'administration française? Il y a des archivistes qui défendent cette idée-là. Évidemment, je pense que cette idée-là doit être combattue violemment et radicalement. Et donc, du coup, aller stocker des archives dans des lieux publics, c'est aussi subvertir en partie ces théories-là. Du coup, si je devais avoir une réponse tout de suite à la question de Stéphane, ce serait plus une question stratégique. C'est quels sont les moyens et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, notamment des gens qui veulent déposer tout de suite parce qu'il y a urgence, en raison du temps qui passe, en raison des qualités de conservation. C'est où est-ce qu'il y a des moyens pour conserver, où est-ce qu'il y a des moyens pour cataloguer, où est-ce qu'il y a des moyens pour assurer la transmission, le suivi, la documentation. Surtout qu'après, il y a un débat, qu'est-ce qu'on archive, qu'est-ce qu'on n'archive pas, quel est le périmètre d'un centre d'archives, etc. Du coup, aussi, ce que disait Nicole sur la situation mixte du centre, c'est-à-dire à la fois d'avoir ses collections personnelles et d'investir un lieu tel que la BNF ou tel que l'INA, c'est aussi symboliquement la BNF. La BNF. Pas l'INA, pardon. Je vais l'enlever. Donc, d'investir la BNF. Okay. Et juste rapidement peut-être sur la question de Renaud, sur l'accès aux archives, ça a été plutôt facile, dans le sens que ça n'a pas été difficile, ça a été long, studieux, laborieux, ça a demandé beaucoup de travail, mais je n'ai pas rencontré de difficultés majeures d'accès aux archives. J'ai beaucoup travaillé dans des fonds publics, dans la mesure où restituer la trajectoire d'une personne, c'est aller voir les archives de l'école normale, les archives de ses éditeurs, les archives de son journal. Par contre, effectivement, je n'ai pas consulté de fonds d'archives du militantisme gay et lesbien des 70 parce que, de fait, ces fonds d'archives n'existent pas vraiment. Je suis allé piocher à droite à gauche, par exemple au Fonds Chouara, par exemple consulter des revues conservées dans des lieux. Un peu à l'étranger, par exemple, je sais que le centre qui est à Milan m'a fourni des interviews en italien, qu'un centre qui doit être basé au Canada m'a fourni des copies d'articles publiés dans des revues anglo-saxonnes, des choses comme ça. Mais ce qui était rigolo dans le fait d'écrire la biographie, c'est plutôt de se demander où c'est que je peux trouver quelque chose, et du coup d'aller investiguer dans toutes sortes d'endroits très différents à la recherche de potentiellement quelque chose qui me soit utile. Il y a eu beaucoup de moments où je ne trouvais rien, et puis il y a eu des moments de magie, quand on met la main sur un document magnifique, qu'on ne pensait pas trouver, que des fois on n'utilisera jamais, parce que finalement il n'y a rien à en dire, et en même temps qui est intimement lié à cette histoire. Une précision sur le Canada et sur Milan, c'est des centres d'archives publiques ou c'est des centres d'archives communautaires? C'est des centres d'archives communautaires. Voilà. C'est peut-être pas à Milan, c'est à Bologne. Cassero. Cassero, voilà, c'est à Bologne. Et au Canada, comme je... Archives du Québec. Ouais, je suis anglophone. Ouais, Toronto. Voilà. La seule difficulté que j'ai eue, le seul problème que j'ai eu par les archives, c'est les archives militaires. Parce que simplement, je m'interrogeais sur le service militaire de Guy Hockenheim et pourquoi avait-il été exempté, parce qu'un ami à lui expliquait qu'il aurait été exempté en utilisant un certificat produit par un psychiatre. Et que l'ami se demandait s'il n'avait pas utilisé l'homosexualité comme motif
exemption. C'est très compliqué d'obtenir accès aux archives militaires. Il a fallu rencontrer même des questions assez absurdes, du genre, mais j'expliquais pourquoi, et on m'a dit, mais c'était pas une chose à dire, le fait qu'il est homosexuel, quand même. Voilà, et du coup, je n'ai pas eu accès, j'ai eu accès à un seul document, et on m'a rétorqué que tout le reste avait été détruit, parce que je n'en ai pas la certitude. En revanche, ce qui est intéressant, peut-être juste, non, je suis trop long, c'est d'assister à une transformation du rapport des institutions archivistiques qui ont vu qu'elles étaient contestées, qui ont vu qu'il y avait des initiatives privées, et qui du coup, certaines lignes peuvent bouger. C'est que j'ai rencontré des responsables assez hauts des archives nationales au moment où des archives de la lutte contre le sida et du mouvement gay entraient dans ces institutions. Et en fait, les responsables étaient super contents, hyper enthousiastes d'accueillir ces fonds-là. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment aussi les institutions publiques peuvent se transformer. Merci. Il faut aussi compter sur les archivistes gays et lesbiennes, puisque ça existe aussi. Et donc, les impliquer. Et la question, effectivement, de où on trouve des archives et comment on les utilise, depuis quelques mois à Paris, il y a eu plusieurs réunions. Alors, avec toute l'ambiguïté que ça comporte, et vraiment je mets l'ambiguïté en majuscule et souligné 3 fois, initiée par la mairie de Paris, qui tout d'un coup a souhaité, c'était assez drôle d'ailleurs, on en a beaucoup parlé entre nous à ces réunions, en fait on nous a dit qu'on avait organisé ces réunions pour qu'on se parle entre nous. Donc il y avait plusieurs initiatives d'archives, vous savez quand même qu'il y a des fonds, tu parlais de l'appartement de Christian Deleuze à Marseille, mais il y a d'autres gens à Paris aussi, qui ont des fonds dans des garages, dans des caves, etc. Enfin, des fonds existent assez conséquents. Et l'idée de la mairie, c'était que tous ces gens qui ont des fonds chacun de leur côté, associatifs ou privés, se parlent enfin, 3 points d'exclamation, alors ça fait des années qu'on se parle, mais c'est pas grave, et qu'on essaie d'avoir une initiative commune. Donc c'est un petit peu comme le monstre du Loch Ness qui ressort régulièrement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, et on a été très clair avec les personnes de la mairie, c'est des moyens et un lieu pour le faire. C'est-à-dire c'est pas le fait d'en discuter, on est déjà tous très avancés sur des problématiques d'archivage, de choix, etc., même s'il faut toujours y réfléchir, mais c'est, voilà, est-ce qu'il y a des moyens? Et à chaque fois qu'on a posé la question, et moi je l'ai posée avec Elena Zera, parce qu'on était en même temps à la même réunion, on ne nous a jamais répondu en fait. Donc la question elle est là, c'est, et ce que tu disais par rapport, notamment les archives audiovisuelles, ça coûte encore plus cher qu'archiver du papier. Avec quel argent on le fait? Est-ce que c'est de l'argent public? Est-ce qu'il faut prétendre à des bourses? Enfin voilà, comment on s'organise à ce niveau-là? Et ça, c'est très important. Et tu évoquais aussi les archives des universités d'été homosexuelles à Marseille, auxquelles moi j'ai participé tout au début. Et on avait une autre année aussi, on a présenté des films. C'est pareil, en fait. Maintenant, les films sont chez nous, mais il devrait aussi y avoir une trace dans ces archives-là. Donc voilà, la duplication aussi pose question, parce qu'il y a aussi des ayants droit derrière. Et on doit avoir le respect des ayants droit. Des militants qui se sont filmés eux-mêmes, qui ont filmé des proches, il faut aussi penser à cette question-là des ayants droit et à la fois de les protéger, mais en même temps de leur faire comprendre qu'il ne faut pas le garder dans un placard, ça n'a pas été fait pour ça, il faut que ça circule, il faut que ce soit montré. Lina. Ah oui, Lina. J'adore Lina, moi aussi j'ai un compte où je peux regarder tout ce que je veux, donc j'adore ça. Et d'ailleurs, dernièrement, dans une réunion privée, j'ai utilisé des archives de Lina, bon voilà. J'étais très contente en fait d'être sur un truc où on n'a pas le droit de montrer les images en public et de le faire, ça m'a beaucoup réjoui. Mais là, c'est pas bizarre, je le dis publiquement. Mais parce qu'en fait, ce que tu disais est vrai. Par exemple, j'ai montré des archives donc, sur Carole Rossopoulos et sa famille, et notamment Villa Sora, l'endroit où ils ont habité. Et il y a des choses qui n'ont été filmées que par des gens de télé, parce qu'ils faisaient un reportage sur Delphine Seyrig qui rendait chez Carole, et on les voit apprendre à faire de la vidéo dans les années 60, fin des années 70, donc c'était important. Lina donc, nous a proposé, moi j'ai été approchée par Lina pour s'occuper de nos archives. Alors évidemment, voilà, c'était les commercialiser et les avoir dans leur fonds. C'est par exemple ce qu'a fait le Festival international de films de femmes de Créteil. C'est pas des archives à proprement parler, puisque c'est des films qui passent pendant des festivals et dont on garde des traces. Donc elles ont accepté de faire ça. Mais nous, on a des archives qu'on ne veut absolument pas mettre dans les mains de Lina. C'est hors de question. D'abord par rapport à la façon dont sont indexées et contextualisées les archives, il y a beaucoup de problèmes. Alors il y a des gens comme Catherine Bonnard, que vous connaissez peut-être, qui est une documentaliste lesbienne qui travaille à Lina,
qui, elle, essaie à son échelle de remettre des choses dans les résumés des films, les contextualisations. Mais sinon, c'est vraiment, il y a des grosses erreurs, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui ne sont pas reconnus parce que simplement, il faudrait qu'il y ait des militants qui viennent et dire c'est telle personne qui avait tel rôle ou il y avait telle association qui existait. Donc je pense que ce n'est pas vraiment le lieu pour nos archives. Et surtout, si c'est pour les commercialiser, on préfère les commercialiser nous-mêmes, parce que comme ça nous fera de l'argent pour filmer d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le problème des ayants droit, pour moi, il me semble très très important, parce que les personnes qui filment vivent de ça. Il faut savoir, pour les réals, ils vivent des images qu'ils font, du fait qu'elles soient diffusées. Si elles ne sont pas diffusées, ils ne gagnent rien. Mais, et surtout, c'est le respect de la personne qui a fait l'image, qui l'a produit, qui l'a réalisé, qui a pris son temps pour le faire, et qu'il faut qu'elle soit reconnue aussi pour ça. Et puis parce que si on lui demande à elle, elle pourra peut-être expliquer ce qu'il y a dans l'image. Et ça, c'est important de retrouver les traces. C'est important d'archiver, parce que quand on archive des images, moi je sais ce qu'il y a dans mes images, mais ça sera important de faire des résumés de chaque chose, de dire qu'est-ce que c'était, à quel moment. Moi, c'est archivé et c'est précisé, mais c'est important, si on récupère d'autres images, de dire ce que c'est pour que les gens puissent ensuite avoir une banque de données. Il faudra qu'on le fasse. Et les noms des personnes aussi. Et les noms des personnes, oui, c'est important. Et avec un archiveur. Parce que celui de l'INA, il est pas mal. Si vous cherchez un événement, vous ne savez pas ce que c'est, ben vous ne le trouverez pas. C'est aussi simple que ça. Vous avez intérêt vous-même à avoir une bonne connaissance du sujet pour pouvoir trouver les images. Je vous assure que c'est pas triste. Mais ouais, c'est des choses importantes. Je vais essayer d'être extrêmement rapide sur le MUSEM. Donc ça commence en gros au début des années 90. C'est à l'époque le Musée national des arts et traditions populaires, qui était donc à Paris. Il y a des anthropologues de la santé qui font partie du musée, pour simplifier, qui sont sensibles à l'ampleur des mobilisations collectives qui se déroulent autour de l'épidémie, et qui décide d'inviter au musée, en partenariat notamment avec le CRIPS, un certain nombre d'associations de lutte contre le sida, comme AID, comme ACT UP, comme les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, comme Santé Plaisir Gay, comme d'autres, pour réfléchir sur les nouvelles formes de rituels, de deuil, de rapport à la mémoire, de rapport entre patients et médecins, etc., etc., de rapport aussi à la sexualité, à la mort, enfin toutes les problématiques extrêmement vastes et complexes que bouleverse l'épidémie du sida. Et donc en fait, c'est des débats, il y a un déploiement du patchwork des noms en 92, qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes d'homophobie au sein du musée, mais qui a quand même lieu. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est donc des événements qui ont lieu au musée, mais qui ne sont pas des événements qui concernent directement le travail muséal. C'est-à-dire que le travail muséal, normalement, c'est de collecter, c'est de mettre dans les réserves et c'est d'exposer des objets. Donc on n'est pas tout à fait dans le bon rôle en fait, du musée. Donc là, le musée, en fait, il se positionne un peu, a priori, comme une forme d'acteur social en fait, dans la lutte contre le sida, ce qui est un engagement intéressant, en fait, quand même. Mais il n'est pas dans son rôle, et du coup, assez rapidement, au contact de ces associations, avec qui il y a un lien de confiance qui est créé. Adèle, tu parlais de ce lien de confiance par rapport à Christian Deleuze, mais il y a un lien de confiance qui est établi entre ces anthropologues engagés et les militantes et les militants. Et une prise de conscience aussi des deux côtés, en fait, que la mémoire associative qui est confrontée à la question de l'urgence, en fait, qui est très présente dans les associations, est déjà en train de disparaître, en fait. Et donc, le musée se positionne sur cette question en disant, bon, dans ce rôle social que le musée peut jouer par rapport à l'épidémie du sida, il y a éventuellement un rôle de sauvegarde de mémoire, et donc, entre 2002 et 2005, donc sur sur 4 ans en fait, il y a une très grosse enquête collecte qui est mise en place par le musée et qui concerne donc essentiellement les associations de lutte contre le sida, parce que finalement la mémoire institutionnelle des ministères, etc., est censée justement arriver dans les archives publiques, donc elle est censée être bien conservée. Et c'est à peu près le cas en fait. Mais la mémoire associative disparaît. Et donc, il y a à peu près, en fait, entre 12 et 15 000 objets. Donc, je dis objets, mais c'est plutôt des documents, en fait, des tracts,
des capotes. Ce qui est intéressant, c'est surtout les étuis, en fait, c'est pas tellement les objets, puisque leur usage au sein du musée est assez valorisé. Et donc, voilà, il y a 15 000 objets qui rentrent dans les collections, qui sont mis en mémoire, en fait, mais pas exposés. Donc ça pose aussi la question de... la fonction du musée, c'est pas une fonction d'archive, en fait. La mise en mémoire, c'est une fonction d'archive. La mission du musée, c'est d'exposer, en fait, c'est de valoriser ses collections. Et donc, il y a aussi, en fait, deux petites choses que je veux signaler, je finis juste après. Il y a aussi Tom Craig, en fait, qui est un militant, un journaliste américain, qui a vécu en France pendant une vingtaine d'années et qui était à ACT UP, et qui a documenté, en fait, par la photo, à peu près toutes les actions d'ACT UP depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, avec une brève interruption. Il y a 6000 diapos, en fait, qui sont extrêmement bien classés, qu'on va numériser. Et puis, ACT UP a également donné ses archives aux Archives nationales l'année dernière, il y a 2 ans. Sauf que, effectivement, Isabelle le mentionnait, les torchons ne vont pas avec les serviettes. Et donc, en fait, les Archives nationales ont refusé les objets qui étaient présents dans ce fonds. Et les objets ont été envoyés au MUCEL, en fait. Démembrement de fonds assez fantastique, quoi. Donc on est en attente de commission d'acquisition pour ces objets. Voilà, juste, je précise en fait le rapport entre, qui est évident, mais le rapport entre l'articulation entre lutte LGBT, QI, etc., TPG et lutte contre le sida, c'est que il y en a un déjà très évident, c'est quand on fait rentrer des associations comme ACT UP dans les collections, on fait rentrer autre chose que on fait rentrer la lutte contre le sida, mais on fait rentrer autre chose. On fait rentrer des combats pour les droits des trans, on fait rentrer des combats pour le Pax, contre les LGBT-phobies. Voilà. Sauf que c'est pas visible, c'est-à-dire que la collection sida, ce que j'appelle la collection sida, elle est par exemple dans le département santé et sport du musée, alors qu'il y a un département corps, sexualité, apparence. Donc ça pose une question politique et typologique. Et puis tout ce qui concerne du coup ce patrimoine entre guillemets, avec des gros guillemets LGBTQ et compagnie, n'est uniquement visible et visitable que par le prisme de la santé publique, ce qui est aussi une manière de penser les questions politiques qui concernent les sexualités, l'identité, du genre minoritaire, voilà, qui moi me semble un tout petit peu problématique, mais que je vais interroger ces prochaines années. Juste pour compléter. Donc cette année, il y a Christian et d'autres qui ont fait un site internet. Je pense déjà ça, c'est un premier accès. Voilà, il y a plein de complications, il y a plein de choses qui font. Mais c'est déjà une mise en valeur d'un contenu en fait. Et sur le site, c'est évoqué que si on a besoin d'affiches, c'est possible. Pour faire des expositions, c'est possible. Voilà. Je pense que c'est un processus qui est en train de se mettre en place et j'espère que ça va se développer. Et effectivement, moi je pense que le côté privé, public, ce serait génial d'avoir les deux, comme tu dis. Mais ce que je trouve assez extraordinaire dans ce fonds-là, c'est qu'il y a... Aujourd'hui, il a une cohérence, en fait. Il a une cohérence, c'est la cohérence que lui a donnée Christian, quoi. Et du coup, ça, c'est pas rien. Et c'est quelque chose qui me fait peur de perdre, potentiellement. Parce que, comme tu disais sur la question de... tu as utilisé le mot membre, effectivement. Se remémorer en anglais, c'est remembrance, quoi. Ça fait un peu comme si c'était l'action de rattacher ses membres, quoi. Et que ce soit à nouveau dispatché, moi ça me pose problème. Et aussi, et pour des questions politiques aussi. Voilà, après moi je pense que aussi il faut que les archives elles soient pas investies par des personnes qui font des recherches.
à l'université. Il faut qu'il y ait des artistes qui viennent, il faut qu'il y ait des militantes qui viennent, il faut venir par plein d'endroits différents en fait. Il faut les faire vivre par plein d'endroits différents, il faut créer du collectif, il faut sortir de l'image en fait que la personne qui est en contact avec un centre d'archives, c'est un geek ou une geek plus ou moins jeune qui va se retrouver dans un local poussiéreux. Voilà, il faut que ça ressemble à autre chose. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais, désolé parce qu'on a un planning un tout petit peu serré. Merci beaucoup à vous six d'avoir pris le temps de venir vous présenter un peu vos travaux. On les applaudit très fort.